Sunday Production. On lui disait on a hâte de voir le Mont Fuji et elle dit mais elle avait vu nos photos, elle a dit mais après tout ce que vous avez vu, vous allez être déçus. Et on lui a dit on pense pas qu'on sera déçus parce que on s'est apprécié quand même plein de choses quoi. Et en fait ça nous a fait un effet c'était incroyable quoi. De voir le Mont Fuji, de se dire on l'a imaginé, là il est en face de nous et même par la forme, puis on n'a pas été déçus, il était très beau. Et on nous a dit qu'on avait eu beaucoup de chance de le voir dégager. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk où aujourd'hui je me trouve avec deux voyageurs. Alors un peu particuliers, ils ont eu la gentillesse de s'adapter à moi puisque j'ai au moment où je vous parle une belle fracture du poignet, donc je leur ai demandé de s'adapter, de changer de lieu d'enregistrement. Mais ils l'ont fait avec grand plaisir, donc j'accueille sur le podcast Ultra Talk aujourd'hui Camille et Romain. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de pouvoir, vous rencontrer, deux, partager votre histoire au plus grand nombre, parce que je crois que vous êtes revenu en France il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est tout récent là. Ouais, ça date d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ok. Donc le décalage horaire, c'est... On s'en est remis. Vous étiez parti depuis combien de temps ? 11 mois, 11 quasiment. mois. Ouais. 11 mois à traverser une bonne partie du globe, vous allez nous en parler. Et comme je le fais systématiquement, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter pour les auditrices et auditeurs ? Romain Millot, donc j'ai 33 ans, lyonnais d'adoption depuis 5 ans et j'ai rencontré Camille il y a 3 ans maintenant et je viens de la région parisienne du 91 à l'origine. Du coup, moi je suis Camille Amblard. J'ai 31 ans et je suis lyonnaise d'origine et toujours lyonnaise du coup. Et puis sinon, on est tous les deux passionnés de vélo. Moi plus vélo de route et Romain plus de VTT. C'est ça, et on s'est rencontrés sur le vélo. Très original sur Lyon, plus je crois, c'est ça, sur une sortie lyonnaise. Exactement. Ouais. Bon, et aujourd'hui, on va parler de ce projet, puisque vous revenez tout juste effectivement il y a une quinzaine de jours sur Lyon, mais vous étiez parti à travers le monde, puisque vous avez parcouru à peu près environ, vous allez nous le dire, mais en tout cas, le kilométrage de départ, c'était 16 000 km pour partir de Lyon et rejoindre Tokyo. Alors moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est une seule question, même c'est pourquoi ce projet ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'aller à Tokyo comme ça à vélo ? Alors vraiment, la volonté au-delà de Tokyo, c'est de claquer la porte de la maison et de partir de la maison. C'est la symbolique, on fait nous deux du vélo, donc de la route et du VTT. Et la vraie volonté, c'était pas de tourner autour de la maison, faire 100 km, refaire 120 le lendemain et le surlendemain. Beaucoup de nos collègues de clubs de vélo font 20 000 km dans l'année ou 15 000 km. Là, l'idée, c'était d'additionner toutes ces distances qu'on fait autour de la maison habituellement et de les mettre bout à bout et de voir jusqu'où on pouvait aller. Et la symbolique de claquer la porte et de se dire ok, on prend la tente, on est en autonomie et on part en direction l'Est parce que c'est là-bas qu'on peut rouler, l'Ouest on aurait vite été arrêté par l'eau. Donc voilà l'idée de partir à l'aventure en vélo en partant de la maison. Et puis en vélo, on voit aussi le paysage défiler, on ressent vraiment tout le dénivelé, la difficulté, on vit vraiment les choses, on passe à travers des endroits qui sont pas du tout touristiques, où du coup c'est vraiment authentique, la rencontre avec les personnes se fait très naturellement, parce qu'en plus on a un rythme qui fait qu'on est accessible, on va pas vite, donc les gens peuvent nous arrêter facilement, donc le contact est très facile, et puis en fait tout simplement de voir le paysage et les cultures défiler au rythme de notre pédalage et de notre vitesse, quoi. Moi, j'invite effectivement toutes les personnes qui écoutent à aller sur le compte Instagram et on voit vraiment les paysages évoluer au fur et à mesure de l'aventure et ils sont tous aussi superbes les uns que les autres. Mais il y a une deuxième volonté quelque part derrière ce projet, c'est effectivement de claquer la porte, de partir à l'Est. Ouais. Mais il y a autre chose derrière, je crois. C'est ça. Le projet en lui-même, effectivement, il a le vélo, la principale chose, et c'était de rallier une autre capitale gastronomique, parce que Lyon est connu pour sa gastronomie. C'était de rallier 2 capitales gastronomiques, en fait, sur le thème de la gastronomie, en partenariat avec 2 chefs étoilés. Un à Lyon, donc le restaurant Rustique, tenu par Maxime Laurençon,
Et la mission symbolique qu'on avait, c'était de véhiculer une recette et un ingrédient dans nos sacoches. Donc on n'était pas très serein pour tous les passages de frontières. Et le but, c'était de l'amener et de la remettre en main propre au chef Sasaki à Osaka, au Japon. Et restaurant en plus du Presqu'île, parce qu'il a travaillé à Lyon et qu'il est un grand fan de Lyon. Donc symboliquement, ça s'appelle le Presqu'île. La Presqu'île, pardon. Presqu'île, ouais. La Presqu'île. Et les menus, c'est le Rhône, la Saône. Enfin, du coup, voilà, c'était en plus un beau symbole d'arrivée. Génial. Et quel est le lien tous les deux avec la cuisine ? Est-ce qu'il y a une relation avec la cuisine ou pas du tout ? C'est juste une connaissance et La grosse relation, c'est qu'on est français et je crois que tout Français aime la nourriture. On travaille pas du tout dans ce domaine, mais on aime se faire plaisir aux papilles. Mais qui vous a suggéré cette idée en fait ? En fait, si tu veux, ça aurait été dommage de faire un aussi gros voyage sans thématique. On avait envie d'amener un petit plus au voyage. Donc c'est vous deux en discutant, en vous disant bon, ok, c'est super, on va le faire, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme ingrédient dans l'aventure ? C'est venu assez naturellement. On n'avait pas envie de parler d'écologie. C'est un sujet qui est quand même sensible. On n'avait pas envie de passer pour des donneurs de leçons, même s'il y a un aspect écologique dans ce qu'on fait, mais on a toujours à redire sur ce qu'on a fait, puisqu'on avait des vélos neufs, même certes faits sur mesure à 100 km d'ici, mais on avait des vêtements neufs qui venaient sûrement d'Asie, donc on n'avait pas envie de se retrouver à être donneur de leçons, alors qu'on avait des choses à nous reprocher nous-mêmes. Il faut être sûr de soi derrière. C'est ça. Donc on peut en parler de l'écologie, on est très ouvert, on a plein d'avis là-dessus. Mais on voulait amener un petit peu plus de légèreté. La gastronomie, la cuisine, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Chaque Français aime ça, et nous, les premiers. Et on voulait vraiment découvrir toutes les spécialités de tous les pays qu'on traversait. Certaines étaient meilleures que d'autres. Et vous allez nous raconter ça. Ouais. Et donc créer une histoire vraiment autour de la gastronomie et du voyage. Bon, génial. On va rentrer dans le détail de toute cette aventure, que ce soit les pays, mais aussi cette idée d'emmener une recette et comment ça s'est terminé. Mais avant toute chose, vous parliez des vélos fabriqués de manière artisanale, pas très loin d'ici. Comment est-ce que vous avez choisi vos vélos ? Parce que effectivement, même si vous vous êtes rencontrés sur Lyon, peut-être sur une sortie de route classique avec des vélos de route, là on part sur une aventure qui fait 16 000 bornes. Quand vous êtes parti d'ailleurs, est-ce que vous aviez planifié un laps de temps d'arrivée ou pas du tout ? Alors oui, on partait, on s'est dit on veut mettre 8 mois pour rejoindre Tokyo. C'était l'idée parce que en fait on avait quand même une petite contrainte de temps puisque moi j'étais en année sabbatique, donc voilà, on avait quand même un peu un timing. Et puis bon, au final, c'est vrai qu'on aurait aimé continuer parce qu'en fait, on a trop aimé. Et les 8 mois, on s'en est pas lassé et je pense qu'on aurait pu continuer beaucoup plus longtemps. Avant de partir, on avait peur de la lassitude. Ouais. On s'est dit, bon, le vélo, peut-être qu'on en aura marre. On voudra le revendre avant, blague à part. Et au final, on est arrivé au 7e mois. On s'est dit, on continuerait pas sur la Panamérica, partir de l'Alaska à la Patagonie. Mais bon, contrainte de temps et ça permettra de faire un deuxième voyage. C'est ce que j'allais dire, ça sera un autre projet, un autre épisode. Et comment est-ce que je reste sur la partie map, tracé. Comment est-ce que vous aviez tracé le parcours sur une application, sur des cartes ? Est-ce que chaque jour était très très schedulé ? C'est-à-dire que vous saviez tous les jours où est-ce que vous allez dormir, ou c'était en milieu d'après-midi que vous alliez décider où est-ce que vous alliez vous poser ? Parce que c'était que du bivouac, c'est bien ça ? Principalement, pas que du bivouac, mais oui, majoritairement du bivouac. Oui, parce que forcément, par exemple, quand on s'arrête une semaine à Istanbul, forcément, on prend un hôtel, quoi. C'est pas possible de bivouaquer dans Istanbul, mais enfin, ou chez l'habitant. Chez l'habitant aussi, on s'est beaucoup fait inviter. Donc, pour répondre à la question de l'organisation, notre vraie grosse organisation, c'était de comment sortir de notre vie de tous les jours en France. Le voyage, on s'en est pas trop soucié. Le matériel, enfin, tout s'est fait assez naturellement une fois que les vélos étaient construits, fabriqués. Ça a vraiment déroulé. Le parcours, on ne savait même pas vraiment au pays près. On avait tracé plus ou moins, effectivement, sur les applications offline, par là où on voulait aller. Mais la Chine était encore fermée quand on est parti. Donc, c'était bourré d'incertitudes. On s'est dit, on verra au fur et à mesure, selon les opportunités, selon les rencontres. On avait notre destination finale. Après, on s'est vraiment adapté tout le long. Après, on savait aussi, par exemple, la partie Europe, c'est vrai qu'on est très vite sorti de l'Europe, mais c'était une volonté aussi d'avoir plus de temps à partir de la Turquie pour l'Asie centrale, enfin bon, tous ces pays qui étaient plus lointains. On traverse vite les pays pas forcément que l'on connaît, mais qui sont facilement accessibles de nouveau, voilà, c'est ça. Pour aller vraiment vers l'aventure, l'inconnu et la découverte. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que le premier mois, on était déjà en Turquie. On était quasiment en Turquie, on était en Bulgarie la fin du premier mois. Donc en 1 mois et 3 jours, on était en Turquie. Donc ça allait très vite le premier mois.
Et puis bon, après, pour répondre à la question de comment on traçait, donc ouais, comme dit Romain, c'était dans les grandes lignes. Mais après, en général, on savait sur la semaine à peu près ce qu'on allait faire, quoi. C'est-à-dire que on savait, voilà, le prochain objectif, c'est dans une semaine, on arrive à tel endroit et il y a à peu près tant de kilomètres. Et après, effectivement, la question du bivouac, c'était tous les jours... vers les coups de 5h, 6h, on regardait à peu près où on était, où est-ce qu'on pouvait bivouaquer c'est le côté tranquillement. pratique en fait du bivouac. Voilà, c'est L'autonomie totale. Le premier mois, on s'était lancé quand même le challenge de dormir chez l'habitant tous les soirs. Et c'était vraiment une volonté parce que l'Europe, ça a la réputation d'être tout le monde a son petit quotidien bien rangé, pas forcément très hospitalier. Et on s'est dit, allez, on va tenter. Et dès la France, donc en Haute-Savoie, on a dormi chez des gens dès le premier soir. Et ça a été jusqu'à la Turquie. Et on s'est lancé le challenge autour de 6h. On en rigolait, on disait gare aux gens qui sont dans leur jardin à 6h parce qu'on va leur demander pour dormir chez eux. Et on n'a pas essuyé beaucoup de refus. Hein. Ça s'est très bien passé. Ça, c'est génial. On revient un petit peu sur le matériel et justement vos vélos. Alors, parlez-nous de vos vélos. Quel artisan vous avez choisi dans la région pour justement lui expliquer quel était le projet, comment est-ce que vous les avez fabriqués? Alors du coup, donc nous, nos vélos, ils viennent de chez Vagabond Six, c'est fait à Romans, donc c'est fait main par Patrice Drouin, Châtillon-Goubet, au pied du Vercors. Et du coup, Vagabond, c'est une marque qui est vraiment réputée pour le vélo de rando, vraiment grande distance, il appelle ça les vélos grand raid d'ailleurs. C'est des tubes d'acier, hein, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est fait en acier. Tout est pensé pour la longue distance, enfin pour réparer très facilement au milieu de nulle part et avoir le minimum de panne aussi. Puisqu'on a du coup Patrice Drouin, il nous conseille, on a le choix sur tous les équipements. Le cadre, il est fait sur mesure, mais l'avantage du cadre, il va vraiment adapter les tubes d'acier à la morphologie de la personne, au poids de la personne. Donc par exemple, Camille et moi, on fait pas tout à fait le même poids, on a quelques kilos d'écart. Donc ça va pas être la même épaisseur de tube, ni la même longueur, pas les mêmes porte-à-faux. Donc il va vraiment faire un vélo adapté à la personne qui le commande. Et les équipements, oui, ils sont... Nous, on s'est vraiment fait plaisir. On s'est dit, on aime le vélo, on est sûr de vouloir faire d'autres voyages. Oui, vous avez pensé plus loin que juste loin, un donc one-shot. On a pris un roll-off, donc les vitesses intégrées au moyeu arrière. On a pris la dynamo dans la roue avant. Bon, on s'en est pas trop servi, mais voilà, on s'est vraiment fait un vélo fiable et qui l'a prouvé. Il y a même eu des conseils, je crois, parce que j'ai regardé un petit peu sur votre blog, sur les différents articles également. Ça a même été jusqu'au rayonnage des roues qui ont été choisis, qui ont été faits main déjà, et qui ont été choisis pour que vous puissiez éventuellement, si en cas de pépin, pouvoir réparer ou trouver une solution seule. Alors tout le vélo est conçu comme ça. Même par exemple le boîtier de pédalier, moi il a lâché au Tadjikistan. C'est pas le meilleur endroit pour trouver du matériel, mais comme c'est un axe carré des vieux vélos de l'époque, c'était entre guillemets assez facile à trouver. Au deuxième magasin j'ai trouvé. Donc les rayons, on avait des rayons de rechange au cas où. On n'en a pas cassé. On n'y croyait pas vu le chargement. Mais vu les routes qu'on a pris ici. C'est ça. Ouais. Donc c'est Patrice Drouin qui soude et qui rayonne, qui fait tout. Donc les vélos, ça c'était important de pouvoir partager ça. Et puis tout ce qui est périphérique, sacoche, parce que quand on part comme ça 8 mois à travers le monde, vous avez vidé l'appartement quasiment, je pense. Vous êtes parti avec un maximum de choses. Les vélos pesaient combien au moment du départ ? Alors, tout compris, sans eau et sans réserve de nourriture, celui de Romain, il était à 50 kilos et le mien, il était à 45 à peu près. Et ça, c'était avant de prendre la route et de faire des réserves avec l'eau, etc. Donc on était plutôt à 53 kilos. On n'est pas parti léger. Hein. On a eu du mal à... Il y en a qui vont beaucoup plus léger que nous, mais c'est vrai que... C'est dur. C'est dur de faire des choix et puis... Surtout quand on part comme ça, sans savoir quelle va être la météo, c'est ça, les conditions climatiques, le confort aussi. On a toujours besoin un peu de confort, c'est souvent ça. Hein. On avait prévu en plus de faire la montée du mont Arara en Turquie, donc il nous fallait vraiment des vêtements chauds pour monter à 5000. Des duvets chauds à moins 40 degrés, à Valandré pour pas les citer. Et on voulait aussi capter un maximum d'images, donc on avait un appareil photo, un drone, la GoPro. Ça c'est entre guillemets du superflu, mais qui prend de la place aussi dans les sacoches. Mais bon, on avait envie d'avoir plein de souvenirs, donc c'est difficile de faire des choix, mais au final, je pense que si on repartait, on repartirait avec exactement le même matériel. Une poêle en trop. Une poêle en trop, voilà, et une boîte d'œufs. On va en parler justement du matériel, parce que ça je l'ai noté. Mais ce qui veut dire que vous étiez au préalable renseigné auprès d'autres voyageurs à vélo pour savoir si ça c'était utile, si telle sacoche était au bon endroit. Vous aviez fait un peu... Alors la répartition du poids, ça s'est fait au fur et à mesure parce qu'au début ça allait pas du tout. Et puis dès la première journée, on a réagencé. Pour le matériel, on s'est inspiré, on s'est renseigné, on a parlé à des gens qui étaient déjà partis, on a fait après à notre sauce parce que personne n'a forcément les mêmes attentes du voyage, ou alors il y en a qui vont partir plus sur une thématique alpinisme, d'autres... et puis on a testé du coup
le matériel 2 fois, 3 fois. Et puis on a fait des petits tests. Au début, on était en cuissard de vélo. Après, on s'est dit non, mais en fait, passer 9 mois en cuissard de vélo, ça va être l'enfer. Ah ouais. Donc on s'est dit bon, on va tester en tenue normale, quoi, sous-vêtements, quand tu shorts. parles du cuissard vélo, c'est la peau de chamois notamment. Ouais, c'est ça. C'est cette ça. mousse effectivement C'est où les ça. voyageurs à vélo, c'était une bonne selle. C'est ça. Tu mets pas de Et en cuissard à fait, vélo, nous, en fait. on n'a pas mis de cuissard, on était en tenue normale, quoi. Et vous n'avez pas été blessé Non. Non, pas de problème. aucun problème parce qu'on avait des bonnes selles et aussi l'étude sûrement Posturale. l'étude Ouais. posturale qui était bonne, quoi. Donc Et au niveau sacoche, c'est quoi? Donc c'est une sacoche de guidon, des sacoches sur les roues avant, des sacoches sur la roue arrière. C'est ça. Il y avait combien de sacoches au total? Alors, on a Six, 6. chacun. On avait un Six. sac en travers en plus à l'arrière, sanglé, Ouais. sur les 2 Ouais. sacoches arrière. Donc, il restait pas beaucoup de place. ouais, du coup 2 sur chaque roue, une au guidon et une derrière. Ouais. Mais c'est intéressant comme on voit au fur et à mesure des voyages, que les jours avancent, qu'on trouve ses habitudes. C'est-à-dire Ouais. qu'au départ, on pensait que le matériel, je sais pas, dans la sacoche avant, il y allait avoir ceci, dans la sacoche de cas, il y allait avoir cela, et puis finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, on trouve ses habitudes et on modifie énormément les rangements jusqu'à trouver un rangement idéal qui, en Exactement. 5 minutes, C'est c'est ça. tout est C'est rangé. quoi. exactement ça. Ouais. C'est vrai qu'au début, c'était pas du tout organisé comme ça. Et puis au bout de, je sais pas, d'une semaine ou 2, on s'est dit non, mais on va tout revoir, on va mettre ça là, ça là. Par exemple, l'appareil photo, il était pas assez accessible, on le sortait jamais au début. Du coup, on l'a rendu très accessible. Les affaires de nuit, c'était tout dans une sacoche. Et il a fallu après revoir nos habitudes selon la saison parce que nos besoins en mars, c'était pas forcément les mêmes besoins en août et qui plus est au Kazakhstan ou au milieu du désert. Mais oui, c'est ça, on avait nos habitudes et ça bougeait pas. Après, il a fallu aussi s'adapter quand la fermeture éclair du sac à l'arrière s'est cassée, donc il fallait mettre un sac plastique autour. Bon, après ça, c'est l'adaptation du voyage. Mais oui, c'est. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'au début, Tu les trouves choses. tes habitudes ouais. rapidement, hein, je dirais. Rapidement, déjà, ça évolue. Parce que tu te rends compte que finalement, tu parlais de l'appareil photo, c'est un exemple, mais rapidement, les choses évoluent jusqu'à trouver parfaitement tes habitudes et l'endroit où ça doit se trouver. Et puis après, il y a le bivouac, parce que vous l'avez expliqué, il y avait une grosse partie bivouac, donc il y a bivouac, tente, duvet, matelas. Ça aussi, ça prend énormément de place. Donc, comment est-ce que vous avez choisi quelque chose qui ait le bon équilibre entre confort et optimisation en termes d'espace? Quelque chose qui est très compactable, mais en même temps qui est confortable. Par exemple, le duvet, on a choisi le confort et pas la place, quoi. Les duvets, ils étaient très gros. Ils n'étaient pas lourds, mais comme c'est des duvets qui permettent de résister à des températures basses, forcément, ils sont épais, quoi. Il y a beaucoup de plumes dedans. Et bon, voilà, là, on a fait le choix du confort. Parfois, on peut pas avoir confort et place. Mais je crois qu'on a plus fait le choix du confort que de la place, puisque la tente, on était parti pour prendre une tente MSR 2 places. Et finalement, une semaine avant de partir, on l'a échangé pour prendre une 3 places. Donc on a perdu 1 kilo au change et du volume. Mais on s'est dit, on part pour 8 mois de vélo, autant qu'on soit confort et qu'on puisse mettre des choses dans la tente. Et le jour où on veut cuisiner, voilà. Et c'est un sport, enfin là c'est porté, c'est le vélo qui le porte, c'est pas nous. On n'était pas à 1 kilo près. Puis quelquefois, en termes d'inertie, un vélo chargé, une fois qu'il est lancé, je dirais, ou même tu le sens des fois sur les points de bascule, tu sais, quand tu arrives sur des sommets, tu sens que le vélo, il t'entraîne quelque part. C'est ça, dans les montées un peu moins. Mais dans les montées, c'est un peu plus compliqué. Il faut un peu plus de watts. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et là aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Camille, tout ce que vous avez emmené, il n'y avait rien de superflu, vous avez utilisé tout ce que vous aviez Il y a eu quand même 2-3 choses superflues. Au début, on était parti avec une boîte à œufs. Enfin bon, bref, on s'est dit, on veut se faire des super omelettes, on veut pouvoir porter nos œufs sans qu'ils cassent. Mais l'omelette se faisait dans la boîte. Mais en fait, malgré ça, ça cassait tout le temps. Donc on a abandonné l'idée de porter des œufs. Et puis il y a une poêle qui nous a suivis jusqu'au Japon. Et qui n'a pas servi une seule fois. Ah, génial. Et une paire de sandales qui prenait la moitié d'une sacoche, avec des lanières, je savais pas que j'étais capable d'acheter ça. Et je les ai pas mises, donc elles sont reparties aussi. Alors ça, c'est intéressant, cette fameuse poêle, parce qu'il y a cette notion de restauration derrière un culinaire, on va dire, dans ce projet. Mais donc, il y avait du matos, vous avez emmené du matos de cuisine. Ah oui, on a aussi beaucoup cuisiné, mais on s'est contenté de notre casserole rétractable silicone qui faisait poêle. Non, mais il y a casserole. Moi, de ce que j'ai noté, casserole, poêle. Alors, il y a les boîtes en plastique, probablement les boîtes à œufs. Il y a un réchaud. Ouais. Et des boîtes en plastique en plus pour les restes pour le reste midi. du lendemain. Ouais. Voilà, donc il y a les couverts, l'huile, le sel, le poivre, les assiettes doubles, la réserve d'eau, les bols, les gobelets. Donc tout ça aussi tient de la place. Là, c'est pareil. Alors, vous aviez cette poêle en trop, mais tout le reste a parfaitement servi tout au long de l'aventure. Ouais, c'était pas trop. On a même acheté des épices sur le chemin. Ouais. Ouais.
Non, Bon, après, il y a la partie textile. Dans la partie bagagerie, il faut vos tenues, mais ça, vous l'avez expliqué. Vous partiez pour plusieurs saisons, donc il faut trouver aussi le bon équilibre entre confort et pas avoir trop de poids. Et puis, il y a cette partie capter des images. Et moi, je vous invite vraiment à aller sur Instagram ou Facebook. Mais d'ailleurs, je suis même pas sûr si on a parlé du nom du projet. Non. Non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Ouais. Alors c'est Watts for Dinner, mais Watts, W-A-T-T-S comme la puissance. C'est un petit jeu de mots en anglais pour ceux qui le comprendront. C'est fournir de la puissance pour manger le soir. Et Watts for Dinner, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est le double sens. Ouais, je vous invite à aller sur Instagram et Facebook et vous verrez les images. Elles sont juste folles et on va vraiment... En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport aux pays accessibles, bon, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. En plus, les images, par rapport aussi au moment où vous êtes parti, c'était un peu plus terne. Et plus vous avancez, je dirais, on voit que le soleil arrive, donc ça illumine totalement les images. Et il y a des images qui sont magnifiques. En Turquie, avec les montgolfières, forcément, c'est juste incroyable. Et il y a d'autres images derrière qui sont juste exceptionnelles. Donc, qu'est-ce que vous aviez comme matériel pour capter ces belles images-là? Alors, on a eu, pour la petite histoire, à la base, du coup, c'était mon appareil photo, mais on est parti avec un Fujifilm. Bon, je refais pas une bonne pub là, X10. Et en fait, il m'a lâché en cours de route, mais sans raison, au bout d'un mois, au milieu de la Turquie, alors qu'il avait pas pris l'eau, pas pris de choc. Enfin bon, il était tout neuf. Donc bon, hors service. Donc bon, pour la petite histoire, ça a été un petit peu une galère parce que Turquie, Géorgie, Arménie, Asie centrale, enfin tous les pays qui allaient s'enchaîner, il n'y avait pas d'appareil photo comme je voulais, quoi. Donc du coup, bref, on a finalement, via Facebook, quand même les réseaux sociaux, ça a du bon. Pour l'histoire, j'ai tapé les Français en Géorgie, à Tbilissi, vu que c'était la prochaine destination avec potentiellement des touristes. J'ai mis un message, j'ai expliqué qu'on voyageait à vélo et qu'on avait besoin de se faire envoyer un appareil photo de France à Tbilissi. Et puis là, bon, j'ai eu une seule réponse, un petit jeune de Lyon qui m'a dit moi j'arrive à Tbilissi dans 10 jours, si tu veux je te l'amène l'appareil photo. Bon, on le connaissait pas du tout, donc c'était 100% à la confiance. Non, même pas. Ils ne connaissaient pas. Non, ils ne connaissaient pas. Et du coup, mes parents, comme ils sont de Lyon, ils sont allés acheter le nouvel appareil photo. Et on a fait l'échange avec l'ancien. On l'a renvoyé. Voilà, l'autre, il est passé en garantie. Sur quel type d'appareil tu étais parti, du coup, après? Et du coup, j'ai pris le Sony Alpha 3i. Et alors, ça a rempli ce que tu voulais? Ah ouais, il était encore mieux que celui d'avant. Enfin, j'avais pris, du coup, un petit peu plus haut de gamme et vraiment incroyable. Et j'avais suivi des conseils, bon pareil, des réseaux sociaux de voyageurs qu'on suivait aussi sur les réseaux sociaux et j'aimais bien leurs photos, donc je leur avais demandé quel appareil ils avaient et puis bon, en croisant les avis, je suis partie sur celui-là et vraiment lui il a bien tenu le choc en plus, du coup il a vécu des pays un peu plus intenses que le premier et il est toujours en bonne forme. Donc, sinon il y a eu les drones, voilà, il y a eu 2 drones malheureusement, un qui a craché et un qui ouais, c'est ça, donc là il est reparti en garantie à Lyon la semaine dernière. Donc il y a eu un Mini 3 Pro DJI pour le premier et puis après on était dans le pays du drone en Chine, donc on s'est fait plaisir, le Mavic 3 Pro pour la fin du voyage. Et est-ce que sur ces images-là, alors moi qui suis dans les organisations d'événements, tu sais, quand on fait des drones, il y a toujours ces autorisations. Ouais. Alors, est-ce que tu t'es dit, bon là il n'y a personne, ça me semble beau, allez on fait décoller? On a fait attention quand même, on a pris déjà le risque en Ouzbékistan de passer la frontière avec, oui, c'est vrai. Donc on n'était pas serein. Mais il n'a pas été vu, pourtant les sacoches ont été fouillées, mais il était vraiment au fond démonté. On l'a pas sorti, on n'a pas pris le risque de le sortir en Ouzbékistan parce qu'il y a des pays comme ça qui rigolent pas. Oui, c'est vrai. Après, d'autres pays, on a vérifié sur la carte, sur Internet, qui n'étaient pas en rouge, donc pas forcément interdit. C'était orange comme en France. On l'a sorti dans les endroits où il n'y avait pas grand monde. Et il y a même les douaniers au Kyrgyzstan où c'est censé être interdit qui ont vu les vidéos, ils nous ont rien dit, donc bon. Alors justement, ces passages de frontières, parce que j'ai fait plusieurs personnes sur le podcast qui, comme vous, sont partis à l'Est. D'ailleurs, c'est marrant, mais à chaque fois, ça a peut-être été votre cas, mais à chaque fois que, en tout cas, c'était les témoignages des aventuriers que j'ai eu en face de moi, c'était qu'ils partageaient avec les gens chez qui ils étaient, qu'ils allaient à l'Est. Régulièrement, on leur disait « à l'Est, non, va pas là-bas, c'est très dangereux ». Donc ils allaient à l'Est, ça se passait bien. On va à l'Est. Non, on ne va pas à l'Est, c'est très dangereux. Est-ce que c'était le cas pour vous? Ah carrément. Dès la Slovénie. Dès la Slovénie, ils ont dit, bon là, on a rencontré des Slovènes, très sympa, et ils nous ont dit, profitez parce que là, c'est le dernier pays civilisé. Moi, ça m'avait même stressé parce que je me suis dit, oh là là, mais c'est des sauvages après là-bas. Et en Croatie, effectivement, les voitures sont peut-être plus vieilles qu'en Slovénie, mais les gens, ils étaient adorables. Et c'est vrai que plus on va vers l'Est,
tout le monde, ça c'est un peu un sport international, tout le monde dénigre le voisin. Donc on nous dissuade d'aller plus loin. À chaque Ouais, fois, c'est vrai, qu'à l'Est, ça, c'est dangereux. Dès la France, on peut le dire presque. Si tu vas à l'Est, ça peut être dangereux. Et finalement pas. Et puis, donc, comment se sont passés les passages de frontières? Parce que nombreux les aventuriers que j'ai eu en face de moi m'ont dit que parfois, ils ont dû faire demi-tour pour contourner le pays. Est-ce que vous étiez renseigné par rapport à ça au niveau des ambassades, peut-être? Comment est-ce que vous vous signaliez aux ambassades, d'ailleurs, sur votre présence? Comment est-ce que ça se passait pour ces passages de frontières? Déjà, je pense qu'on peut parler d'un point, c'est qu'on est français et on a un peu une immunité. Et ça, c'est une chance quand on voyage dans le monde. Parce que là, sur tout le trajet, on a traversé 18 pays et on a eu besoin que d'un visa pour la Chine. Oh oui, ouais. Après, le reste, c'est le passeport qui faisait le... D'un visa à demander à l'avance. Au préalable, ouais, c'est ça. Sinon, les passages de frontières, on n'a vraiment pas eu de difficulté, sauf un... Qui était plus compliqué entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Où on n'avait pas prévu de passer d'ailleurs. Où là, on ne devait pas passer. En fait, on avait prévu de faire une boucle dans la fameuse région du Pamir qui est si réputée pour les cyclo-voyageurs. Et c'était incroyable, c'était très très dur, mais c'était incroyable. Et puis bon, bref, on va faire notre boucle parce qu'en fait, cette frontière était officiellement fermée parce que les Tadjiks et les Kirghizes se tapent dessus, ils se battent à un morceau de terre et c'est tendu entre les deux pays, ils sont pas copains. Donc bon, nous on avait prévu de retourner à Doutchambe, la capitale du Tadjikistan, et puis de remonter plein nord pour reprendre l'Ouzbékistan pour arriver au Kirghizistan en fait. Donc ça faisait un très gros détour, une très grosse boucle. Et bref, donc on s'engage sur cette vallée, la vallée de la Bartang. Et là, on croise... il y avait personne. On est tombé sur un 4x4 d'Allemands qui était en voyage. Et puis, ils nous disent, non, mais vous pouvez pas y aller. Il y a eu un glissement de terrain, un bout de montagne qui s'est effondré dans la vallée. Et puis, la route est bloquée. La rivière, c'est un courant monstre. Enfin, c'est impossible, quoi. Nous, en 4x4, c'est pas possible. Et en vélo, c'est pas possible non plus. En moto, enfin, il y a rien qui passe. Ça passe pas. On avait déjà 10 jours dans les pattes. Donc, on était dans le Pamir déjà depuis une dizaine de jours. Ouais. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On est encore à 2 jours de la montagne effondrée. Si vraiment on est bloqué là-bas, on a 2000 km de détour en repassant par les mêmes routes. Ouais, 2000 km avec des vélos à 50 kg, c'est... Et surtout avec des cols à 4650 mètres. Ça, je voulais en parler après, effectivement. Et des routes qui sont pas des routes. C'est du gravel chez nous. Donc on a pris le risque de se diriger vers la frontière fermée officiellement et on s'est dit on verra bien. Donc là, c'était 2 jours, vent dans le nez, avec des mercenaires qui sortent du maquis, avec armés qui nous disent en russe que c'est impossible, on ne pourra pas passer. En insistant, on a réussi à passer jusqu'à la frontière de sortie du Tadjikistan, qui était à 4000 mètres d'altitude. 4003. Donc là, c'était un vrai cinéma, mais super, hein, ils étaient adorables, et ils nous ont accueillis dans leur dortoir. On a mangé le pain et bu le thé sur les lits superposés qui penchaient. D'ailleurs, je pense qu'en fin de nuit, ils ont plus de sang au cerveau et tout est aux pieds. Tellement penché, c'était improbable. Après avoir essayé de me voler mes lunettes, de négocier mes lunettes, on est resté peut-être 1 heure. Ils ont bien voulu nous tamponner nos passeports en disant bon, vous verrez, mais vous pourrez pas passer au Kirghiz. Donc finalement, on a réussi à sortir officiellement du Tadjikistan avec notre coup de tampon sur le passeport. Et on a... Et puis là, du coup, là, c'est 17 km de no man's land entre les deux postes de douane. Donc, c'est-à-dire que le Tadjikistan et le Kirghizistan, ils sont tellement pas copains qu'il y a 17 km... Zone blanche, quoi. Zone blanche, voilà. Et puis là, en fait, on passe de... Donc, c'est de la piste, bien évidemment, c'est pas de la route. Et on passe de 4300 mètres à 3005, je crois, le poste de douane kirghize. Donc là, tu te dis, il faut que ça marche, quoi. J'ai pas envie de faire 17 km et de me retaper tout le dénivelé. 17 plus les 2000. Plus bien sûr les 2000 derrière. Enfin bon, mais déjà, il y avait cette montée psychologiquement, t'avais pas envie de le refaire. Et donc, on arrive à la frontière kirghize. Et puis en fait, ils nous ouvrent le portail, ils nous font rentrer donc dans la zone douanière, là, et trop sympa. Ils nous disent, vous avez déjà demandé votre laissez-passer au ministère? Et on leur dit, non, on a le mail, quoi. Et il dit... vous avez pas demandé? On dit non. Il dit donnez-moi vos passeports, donnez-moi tout, je m'en occupe, j'appelle le ministère. Très bienveillant. Et 6 heures plus tard, donc on a attendu dehors pendant 6 heures, mais on a vu personne d'autre parce que personne passe à ce moment-là. La frontière est fermée. Ouais. Donc on a bulleté avec eux, ils ont testé nos vélos dans le parc fermé de la douane. Et 6 heures plus tard, il y a le ministère qui a donné son feu vert et on a pu passer. Donc là, c'était un gros soulagement parce qu'on savait pas s'il fallait repartir en arrière pour je sais pas combien de jours. 6 heures, c'est que dalle, quoi. C'est rien. Et puis il faisait beau quand on était dehors, c'était pas grave. Les douaniers
douaniers étaient trop sympas avec nous, ils Ouais. nous ont offert le thé à manger. Enfin, Ouais, c'était vraiment extra. et puis du coup, on a réussi à passer la frontière. Et là, c'était une grosse victoire C'est ce que pour nous. j'allais dire, gros moment de soulagement quand Ouais. on vous a Ah dit ouais. c'est bon. Ah ouais. J'imagine En plus, que dans il nous a vos fait une petite esprits, blague. En plus, en il nous a disant, fait une désolé, blague. il va falloir dormir là ce soir. Et là, il nous dit c'est bon, vous pouvez passer. donc tout ça est en anglais. Ouais. Enfin, Quand on via avait le la chance. traducteur, parce qu'il nous le dit, Ah. bon, vous allez devoir dormir ici ce soir. Et là, j'étais en mode, oh non. Et C'est là, bon. il met just kidding. Et là, ah, bon, Parce que trop bien. les pays qu'on a traversés, au final, l'anglais, c'est pas très utile. Si Non. on parle russe, c'est bien plus utile. Hein, parce que Ouais. c'est la langue officielle au Kirghiz et tous et les est-ce pays que- de l'ex-Union soviétique. Et est-ce que vous avez senti parfois, au niveau des frontières, excuse-moi, une sorte de tentative de négociation Juste ces deux-là, Tadjik et Kirghiz, où ils ont essayé vraiment. Les deux voulaient mes lunettes. Je sais pas pourquoi, ils y tenaient, mais vraiment, ils étaient C'était insistants. très hein. insistant, ouais. Tu les as lâchés ou pas? Non, je leur ai dit, j'en ai besoin, là, j'ai pas fini le voyage, vraiment. Et je sais pas pourquoi, c'était des lunettes Decathlon catégorie 4 là, pour l'altitude. Il Je y sais pas avait pourquoi, rien de c'était très moche à esthétique, rayer mais- en plus, mais il me les fallait, quoi. Donc, non, j'ai résisté. Bon, génial, génial. Et puis, il y a tous les pays en ce temps que vous franchissez, hein, et effectivement, il y a cette altitude. Pédaler au-dessus de 4000, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. J'aimerais aller connaître ce manque d'oxygène. Comment ça s'est passé pour vous déjà? Est-ce qu'on se rend compte vraiment qu'on est à plus de 4000? Parce que je crois que vous êtes monté à 4003, peut-être, non? 4655 en vélo. Ouais, donc c'est Après, on est Mont monté Blanc, à on est plus de quasiment, 5000 à pied, mais. Voilà, on est presque au niveau du Mont Blanc, on va dire. Ouais. Et ça fait quoi, en fait, de rouler aussi haut? En fait, déjà, on réalise pas trop parce que l'altitude, c'est pas du tout les mêmes types de paysages que chez nous. Nous, à 4000 mètres, il y a de la neige même en été. Alors que là-bas, c'est très aride. On s'en rend pas forcément compte de cette Les altitude. pics enneigés, ils sont à 7000 autour. Donc, Voilà, donc c'est pas du tout le même style de climat. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous fait bizarre. On se dit, on est presque au Mont Blanc alors qu'il n'y a pas de neige. Donc c'est assez atypique. des ânes, des. Après, moi, Des je chèvres. trouvais quand même qu'on était essoufflé un peu. Enfin, Romain, il a pas trop été impacté. Moi, j'étais pas spécialement impacté, mais en fait, t'es Pas de vite maux de tête, essoufflé. pas de... Non, parce qu'on monte doucement en vélo, en fait. Ouais, surtout Tu chargé t'acclimates, comme on l'est. naturellement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà, c'était plus un petit peu essoufflé, mais bon, c'était pas non plus terrible. Et dans un de tes articles, tu parles de la fameuse M41 que vous avez parcouru sur plusieurs centaines de kilomètres et ce village de Caracol que tu appelles le village fantôme. Ah ouais, Alors, c'était... quelle est cette Caracol. fameuse M41? C'est une... C'est la Pamir Highway, mais on entend beaucoup parler de la Pamir Highway. Oui, exact. Highway, c'est pas pour autoroute, hein, attention, hein, c'est qu'elle est la highway, seule. c'est la route d'altitude. Et c'est la seule, ouais. Ouais, c'est la Ok, seule. d'accord. Et attention, l'état de la route. En fait, cette route, elle est empruntée que par des camions chinois parce que au bout de ce cul-de-sac, en fait, du Pamir, il y a une frontière chinoise. Et il y a quelques camions de fret qui passent par là. Je sais même pas où est-ce qu'ils vont derrière, puisque c'est des routes de l'impossible, c'est les routes de l'extrême où il faut aller à moitié les roues dans le précipice le long de la frontière afghane pour aller à la capitale. Bon bref, ils ont du mérite, mais c'est une route. Ça ressemble à tout sauf à une highway, quoi. C'est des gros nids de poules, des trous énormes. Et puis c'est pas très fréquenté au final. On s'attend à ce qu'il y ait du trafic, mais d'ailleurs sur cette route, on a manqué d'eau à un moment donné parce que On s'est fait avoir. on s'est fait avoir. On pensait qu'il y avait de l'eau. Sur la Des carte, rivières, c'était ouais. écrit qu'il y avait des rivières, mais elles étaient à sec parce qu'on était fin juillet, début août. Et puis il y avait juste une zone marécageuse avec de l'eau, mais qui était vraiment de l'eau stagnante, Ouais, donc pas très sale. rassurante. Bon, bref, donc On l'a fait finalement, hein. On on a l'a rempli fait, la mais on boîte a- filtrante et là, à ce moment-là, 2 heures après avoir commencé à essayer d'arrêter des voitures, il y a un camion qui s'arrête. Voilà, donc on a attendu 2-3 heures Ouais, pour 3 heures, avoir de peut-être, l'eau, mais parce qu'il y avait tellement pas de passage, on a arrêté les quelques voitures, on a dû arrêter, je sais pas, 4-5 voitures Même en pas, ouais. 2-3 heures, et personne n'avait de l'eau, et du coup, il y a juste ce camion qui est arrivé et qui nous a un peu sauvé notre nuit. Bon, on serait pas mort desséché, hein, mais la nuit aurait été longue, quoi, parce que on n'avait pas bu de l'après-midi, et puis on n'avait pas d'eau, quoi, et puis, voilà. Donc, Ça, c'est bien fini. Ça, c'est bien fini, mais c'est pour dire, il y a très peu de fréquentation sur cette route. Très peu de passages, ouais. Ouais. Et donc, avant qu'on aille plus sur la Chine, tous ces pays en ce temps, moi, les différentes aventures que j'ai pu avoir face à moi m'ont toujours dit que c'était juste des paysages, mais extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez... votre avis, c'est quoi sur ça? Pour moi, si on me demandait, ce serait l'endroit qui me reste le plus gravé du voyage. C'était peut-être le plus rude, parce que c'est là où on a le plus souffert, de par les chemins, de par la difficulté. Et ça t'a marqué par quoi? Ça t'a marqué parce que c'est des panoramas à couper le souffle C'est- et du des côté- paysages vraiment naturels? Mais c'est naturel de chez naturel. En fait, C'est sauvage. c'est On a sauvage. l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu peindre une montagne en rouge, à côté une en vert, une en blanc. En fait, c'est resté vierge et sans personne, avec des animaux. Enfin, Et puis comme tu l'as dit, il y a ces villages fantômes au Tadjikistan. Enfin,
tu te dis mais qui vit là ? Enfin, ça paraît irréel. Les rues sont désertes, c'est des bâtisses à moitié abandonnées. Pour trouver le market, enfin tu vois, pour acheter un petit peu la market c'est très light, c'est du riz, des oignons, des pommes de terre, des biscuits, voilà. Mais c'est ça qui fait son charme. Mais il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent là et tu te dis mais ça paraît irréel. Ils sont vraiment coupés du monde parce qu'il y a même pas de réseau. Enfin, nous on captait rien en tout cas. Est-ce que vous avez connecté justement avec cette population-là où il y avait tellement peu de personnes que vous avez pas eu l'occasion ? Si, justement, on a été peu de personnes. À manger plusieurs fois, et même à un moment, on se retrouve sur justement la M41 au milieu de rien, avec un paysage à couper le souffle où on faisait une petite séance photo et qu'on a mis en ligne. Et là, il y a des gens, des Kirghizes d'ailleurs, on était au Tadjikistan, qui étaient embauchés pour reboucher les trous sur la route. Mais ils prenaient une pelle et ils rebouchaient avec de la terre le goudron. Donc ça devait pas tenir très longtemps. Je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Et ils nous ont invités à manger avec du pain, du beurre fondu au bord de la route. Donc on était sur la route. C'était leur pause déj, quoi. Leur pause déj, on a partagé nous des gâteaux et on a passé un moment super convivial. Et ça, c'était tout le long du parcours en fait. On a été invités chez des gens à dormir, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, c'était vraiment en Ouzbékistan aussi. Tous les pays en ce temps, c'était un régal. C'était tellement différent de chez nous que c'était l'aventure. Ouais. Après, c'était aussi, moi j'ai vraiment beaucoup souffert dans le Tadjikistan. C'était vraiment très dur. J'ai trouvé le type de route, c'était de chemin. On a fait des centaines de kilomètres sur des pistes où on alternait des endroits qui étaient très ensablés, donc c'était très dur de rouler. Des endroits où c'était la tôle ondulée, là, c'est ce truc, la terre toute tassée qui fait des petites bosses, mais avec des vélos de 50 kilos hyper rigides. Mais en fait, c'est un enfer. Il y a des endroits, mais c'était tellement raide que, en fait, fallait pousser, mais il faut le pousser son vélo de 50 kilos quand t'es à quasiment 4000 mètres. Enfin bon, du coup, c'était, en fait, chaque kilomètre dans ces parties-là, c'était une petite victoire. Et puis, c'était juste très très long. Et puis, tu savais que ça allait être comme ça pendant plusieurs journées et que t'aurais pas plus de confort. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est tout un truc. Et c'est très paradoxal parce que c'est l'endroit où on était peut-être le plus pressé de partir. Et en même temps, c'est l'endroit qui nous a le plus marqué avec le recul qu'on a peut-être préféré. Pas pour la gastronomie, mais pour l'ambiance et les paysages. C'est très hostile à la vie. Donc en fait. Et il n'y a pas de règles. Donc ça veut dire si on est fatigué, on pose la tente à un endroit, personne ne viendra nous dire quoi que ce soit. Tout est autorisé là-bas. Et ça nous change en tant que Français ou Européens. Ouais. C'est on fait ce qu'on veut. Et c'est les grands espaces. Donc c'est vrai que tu es très vite seul. Mais il y a ce côté aussi. Très hostile à la vie qui moi me mettait une forme de pression et de stress en fait et je pense que c'est aussi pour ça que c'était dur pour moi, c'est que mais derrière tu c'était le truc qui m'a le plus marqué, c'était quand même la région du Pamir où j'ai pleuré tous les jours, mais tu peux te baigner à poil dans la rivière, personne ne viendra te juger. C'est intéressant, je vous invite à aller lire tes articles parce que c'est très très bien écrit, vous partagez formidablement bien ce que vous vivez. Et puis ensuite on va accélérer un petit peu, on est sur la Chine là aussi. Est-ce qu'on accède facilement en Chine ? Comment ça se passe là-bas avec la population ? Vous êtes passé voir une des 7 merveilles du monde, qui est la muraille. Ça doit être extraordinaire. On est parti de Lyon à vélo et on arrive à la muraille de Chine à vélo, quoi. C'est vrai que c'est satisfaisant. Et on l'a vu en plus des deux côtés, la muraille. À l'endroit où elle a été créée au début, la partie ouest de la Chine, où c'est en terre, en fait c'est de la terre crue, et puis à l'est vers Pékin où c'est de la pierre et on a pu camper en plus sur une des tours de la muraille non rénovée. Et dans un des articles tu écris que c'est de votre propre responsabilité le fait d'être là. Ça veut dire que c'est interdit, mais si vous dépassez telle ou telle zone, c'est de votre responsabilité ? Alors c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est non rénové, donc c'est notre responsabilité dans le sens où c'est ouvert, mais si on tombe, personne viendra nous rechercher. Donc on y a libre accès. Mais c'est à nos propres risques et périls, quoi, c'est ça. Oui, voilà, c'est pas strictement interdit, c'est juste très déconseillé d'être là, je pense. Et difficilement accessible. C'est la Chine, quoi. La Chine, ils aiment bien tout contrôler et que les touristes soient entre guillemets parqués. Donc voilà, tout ce qui est, on va dire, un peu hors sentier battu, ils aiment pas spécialement. Et ils essayent de dissuader, quoi. Voilà. Mais ça s'est bien passé, on a bien dormi, il y avait du vent, mais ça s'est bien passé. Non, sinon, pour parler de la Chine, on a eu des très bons contacts. Ouais, ça impressionne toujours la Chine. On a toujours des a priori qui sont fondés quand même. Oui, qui sont fondés. On est rentré par le Xinjiang, la partie ouest de la Chine, où donc c'est la zone où il y a les Ouïghours.
Et c'est vrai qu'il y a un climat de tension entre les Han, donc les Chinois de l'Est, et les Ouïghours. Donc c'est vrai qu'on a pu ressentir cette tension. On était beaucoup contrôlés. On se faisait suivre par des voitures de police. Moi, on m'a obligé à me raser pour pouvoir continuer de rouler et d'avancer. La raison, c'était pour pas être assimilé à un musulman. Ok. Parce que les Ouïghours sont majoritairement musulmans et comme il y a des problèmes de tension entre l'État de le gouvernement de la Chine et les Ouïghours. Et puis ils avaient peur aussi qu'on soit potentiellement des journalistes ou des espions pour voir les camps des Ouïghours. Enfin voilà, du coup il y avait tout ce climat. Et puis il n'y avait pas de touristes en fait. Oui, ils nous voyaient, on se faisait arrêter tout le temps pour se faire prendre en photo. Est-ce que c'est pas oppressant justement le fait de dire, un, il n'y a pas de touristes, deux, on est tout seul, on a des milliers de kilomètres de chez nous. Non, on est suivi en voiture. Voilà, ça c'était pas agréable. La partie contrôle, vraiment d'être fliqué tout le temps. C'était vraiment pas agréable, le côté sur-contrôle de police. Ce qui est oppressant, c'est qu'on a pu être contrôlé 2 fois 20 minutes en 50 mètres. Ouais, voilà, et pour camper, il fallait se cacher entre les caméras, parce que même au milieu de la pleine campagne, il y a des portiques, un peu comme les écotaxes en France qui n'ont jamais fonctionné. Avec des caméras et on se fait prendre en photo, nous, cyclistes, il y a le gros flash. Et quand on voulait camper, chose qui était difficile, il fallait se cacher entre 2 portiques, attendre qu'il n'y ait plus de voitures pour vite passer derrière une barrière et dormir. On s'est même retrouvé enfermé derrière un barbelé le lendemain matin. Ça a dû être un choc pour vous, parce que quand tu parlais des pays en stand juste avant, où tu fais ce que tu veux, et quelques jours plus loin, quelques semaines plus loin, là c'est tout l'opposé, où il y a des caméras partout. Ouais, c'est un petit peu... Ça a été un peu un choc, ouais. Et ça nous a fait bizarre au début. Après, on était aussi très très contents de trouver la nourriture chinoise, parce qu'après l'Asie centrale, c'était pas terrible. L'Asie centrale, c'était vraiment pas top. Et la Chine, c'est vraiment très bon quand même. Donc là, c'était... Et le contact avec les Chinois, individuellement, était extra. Ils étaient généreux. Si l'assiette était vide et qu'ils estimaient qu'on n'avait pas assez mangé, ils venaient nous ravitailler. On a vraiment été très bien accueillis. Mais généralement, dans tous les pays qu'on a traversés, on a été très bien accueillis. Ça ressort vraiment dans les différents articles et la communication que vous avez faite, c'est que vous n'avez jamais eu de soucis. On en parlera tout à l'heure, s'il y a vraiment eu des problèmes. Il y a une partie que je consacre à ça régulièrement, mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis, on passe la Chine, et là, on arrive sur une autre presqu'île. Tu l'as très bien décrit dans votre blog, d'une presqu'île à une autre. Quand on sait que ça va se terminer, il s'est passé quoi dans votre tête? Parce que il y a toujours, dans ce genre d'aventure, il y a toujours une fin. Et je le répète régulièrement pour les fidèles auditrices et auditeurs, mais quand on fait ce genre d'aventure, on n'a pas l'émotion le jour où ça s'arrête. Mais l'émotion, elle est là peut-être les 2-3 jours avant ou la semaine d'avant, parce qu'on sait que on va le faire en fait. Voilà, ça va le faire, ça va s'arrêter. On va arriver à destination, le projet va se concrétiser. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Du coup, j'ai les larmes aux yeux. Mais oui, c'est vrai que quand on était déjà en Corée du Sud, on savait qu'on attaquait notre dernier mois, on était au sud de la Corée du Sud et on savait que ça allait être la fin, quoi. Et déjà, psychologiquement, on était... on profitait, quoi. On était à se dire, faut profiter, parce que ça va bientôt se terminer. Et puis la dernière journée aussi, c'est vrai, comme tu dis, tu réalises pas le jour où tu arrives, mais en fait, tout la fin, quoi. Et là, tu te dis, faut savourer. C'est là où on s'est dit... Est-ce que vous avez rallongé volontairement? Ouais. De 3 semaines, on a rallongé un petit peu plus que prévu. Et on s'est dit pourquoi pas continuer sur le continent américain. On se le disait, mais sans trop y croire. Camille me dit pour qu'il y ait une suite en fait. Oui, pourquoi pas. Je pourrais démissionner, on pourrait partir par la suite. Plusieurs fois, pendant je dis remercie, je démissionne et on continue. Et on s'est pas du tout lassé du vélo et on voulait continuer. À la rigueur, on s'est lassé plus à la partie après vélo, parce qu'on s'était octroyé un petit peu de temps pour aller skier dans la partie nord du Japon, etc. Et là, de reprendre un mode de voyage classique, prendre du train, louer une voiture. Puis de plus être dans votre routine. On a perdu cette routine et on avait l'impression de plus mériter les choses, puisqu'on prenait un transport. Donc un transport pour aller d'un endroit, c'est pas à un autre. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite aussi. Ouais. Et c'est vrai que la routine, c'est un truc qu'on n'en parle pas, mais en fait, en voyage à vélo, on a notre routine. Et en fait, au début, tu prends tes marques, et puis en fait, très rapidement, tu as tes petites habitudes. Puis tu sais, au fur et à mesure du temps, tu sais à peu près le kilométrage. Exactement. En combien de temps tu vas parcourir tant de kilomètres, la durée à peu près d'une journée. Enfin, tu as vraiment tes repères. Tu sais à quelle heure tu vas partir, toujours à peu près. Tu mets en place des routines, en fait. C'est drôle. Ouais, on n'était pas des exemples sur l'heure de départ. On partait à 10-11 heures et on partait pour entre 100 et 160 bornes. On arrivait à la nuit. Bon, après, chacun son mode. C'était notre rythme. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie routine, alors que quand on est passé en mode sac à dos, voyage normal, on va dire, là, on n'avait plus toute routine et ça nous manquait, quoi, ce côté.
Et puis quand on passe dans des endroits où il y a personne, et puis qu'on arrive à Tokyo. Et comment on fait en vélo à Tokyo? Eh ben en vrai, il y a beaucoup de on-dit. Sur un petit peu tout, hein. Je reviens quelques pays en arrière. On se faisait une montagne, par exemple de la Turquie, de la Chine, des pays comme ça sur la route. On s'est dit, ça va être un carnage, on va se faire frôler, mais pas du tout. En fait, tous les pays. C'est vrai qu'on même les villes en Chine, on avait peur de la densité. Et ça s'est passé, mais parfaitement. Et c'est vrai qu'il y a des choses que les médias disent à la télé en France. Ouais, Tokyo, c'est super dense. On arrive en Tokyo. D'un visuel, on va dire, d'une prise de vue sur une ville. C'est vrai que tu penses à Tokyo. Moi, j'ai toujours Tokyo. Pour moi, c'est ce fameux carrefour. Oui, voilà, voilà, exactement. Avec 2500 personnes par passage. Mais du coup, c'est l'image que tu as de Tokyo, mais en fait, c'est un carrefour. Enfin, je dis pas que c'est pas bondé, Tokyo. Non, bien sûr. Mais c'est un carrefour. Voilà. Mais on s'est retrouvé à rentrer dans Tokyo. Et en plus, notre arrivée officielle était vraiment dans le centre de Tokyo. On est rentré par des petits quartiers sans trop de voitures et on s'est retrouvé dans le centre. On fait mais attends, on est déjà dans le centre, donc on n'a pas du tout été gêné pour rentrer. On était au Mont Fuji en plus le matin. Alors ça je voulais m'arrêter sur le Mont Fuji parce que vos images sur le Mont Fuji elles sont extraordinaires et vous l'aviez eu régulièrement face à vous en fait, c'est ça, il disparaissait, il pendant revenait 3 jours, 4 jours. Ça doit être magnifique. Ouais. Mais en fait magnifique. Déjà on l'a vu, on pensait pas le voir d'aussi loin. De Nagoya à 200 km, on se regarde, on fait comme tout excité là. Ouais, et c'était regarde en face, regarde. Et c'était le Mont Fuji quoi. Et là c'était dingue parce que c'était quand même génial. Le truc. C'est symbolique. C'est symbolique et puis c'était notre logo quand même. Et puis c'était c'est la fin, ça signait vraiment la fin du voyage et c'est un truc qu'on attendait avec pas impatience parce que c'était la fin du voyage mais qu'on attendait vraiment. Et même c'est marrant parce que du coup il y a la télé japonaise qui nous ont suivis au Japon et notre interprète du coup franco-japonaise Hiroko, elle nous a dit mais on lui disait on a hâte de voir le Mont Fuji, on a hâte parce que du coup on les a rencontrés avant puisqu'on a remis la recette à Osaka qui était avant Tokyo. Et elle dit, mais elle avait vu nos photos, elle a dit, mais après tout ce que vous avez vu, vous allez être déçus. Et on lui a dit, on ne pense pas qu'on sera déçus parce qu'on s'est apprécié quand même plein de choses, quoi. Et en fait, ça nous a fait un effet, mais c'était incroyable, quoi. De voir le Mont Fuji, de se dire, on l'a imaginé, et là, il est en face de nous. Et même par la forme, puis on n'a pas été déçus, il était très beau. Et on nous a dit qu'on avait eu beaucoup de chance de le voir dégager. C'est ce que j'allais dire, il est dégagé. D'ailleurs, je crois que tu as fait une time-lapse à un moment donné, il me semble, où tu vois tous les nuages qui circulent au pied, mais le sommet, en tout cas, est totalement dégagé. Ouais, exactement. Et on a eu de la chance. Et on a vraiment traîné autour. Hein. Je crois qu'on a fait des journées à 30 ou 40 km. On passait d'un lac à l'autre pour le voir sous tous ces angles. On a pris le temps, là, ouais. Même ça, je trouve ça génial. Et c'est ce qui me plaît, au fait, dans l'aventure à vélo, c'est qu'en vélo, tu peux parcourir des kilomètres incroyables. Ben, vous en êtes la preuve. Hein. C'est-à-dire que vous êtes parti de Lyon et vous êtes à vélo face au Mont Fuji, quoi. Enfin, ça, c'est exceptionnel. Bon, alors, il y a 15 000 kilomètres qui séparent, mais c'est possible. Et puis, comment se passe la rencontre avec ce chef cuisinier à l'autre bout du monde? Je précise un truc quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent mais comment tu peux arriver au Japon en vélo puisqu'il y a des mers? Bon, on a pris des bateaux. Bien sûr, enfin, ça me semble logique. Bah, oui, voilà. Mais on doit répondre souvent à ça. Donc, la rencontre avec le chef... Excuse-moi, mais c'est comme si tu pars de Lyon et tu vas aller à Stockholm en passant par le Danemark. Tu vas prendre le bateau qui va t'emmener là-dessus. C'est logique, quoi. C'est sûr, c'est complètement logique, mais on précise quand même. La rencontre avec le chef, c'était un peu la première fin du voyage. Ça nous a fait vraiment bizarre, et même comme on communiquait sur les réseaux sociaux, on nous a dit « Ah, ça y est, c'est fini ». Pas vraiment, il nous restait encore 10 jours de vélo derrière. Et il restait le Mont Fuji. Il restait le Mont Fuji. Mais c'est vrai que c'était... Ça vous a libéré de quelque chose ? Ça nous a libéré de quelque chose. C'était... comment dire, le sentiment qu'on avait, c'était... on avait quitté Lyon au restaurant rustique avec cette recette, et là on l'a délivrée. Donc déjà on se disait... on l'a gardé jusque-là. Oui, parce qu'il y a les passages de frontières, effectivement, il y a tout ça aussi à protéger. Et puis c'est vrai qu'on la prenait en photo un peu de partout, et la donnée, c'était... C'était un peu le nain de Amélie Poulain dans le film, là. On prenait sous tous ces angles. Non, mais c'est aussi, c'est fini. C'est fini, c'est ça. Et derrière, c'était un peu... les derniers 10 jours en dilettante, tranquille, avant de rejoindre Tokyo. Est-ce que ça a enlevé de la pression ? Ou pas du tout? On n'avait pas de pression particulière, mais c'était satisfaisant déjà d'y arriver. Et la rencontre avec le chef, on avait parlé avec lui, mais même lui, je pense qu'il se disait c'est pas assez concret, je rentre pas trop en contact. On a eu du mal à rentrer vraiment en contact parce que c'était l'ami de Maxime Laurençon. Et on voit 2 ou 3 mois avant d'arriver, il s'est dit peut-être qu'ils vont vraiment y arriver. Hein. Il devait se dire mais pourquoi ils prennent pas l'avion? C'est ça. Simple, en fait. Et on a été accueillis mais comme des rois là-bas. Pourquoi ils m'envoient pas la recette par email? Mais là, on avait
ingrédients. Ouais. Et on a été reçus comme des rois. On a fait la recette de la madeleine au mélilo avec lui dans la cuisine. Et on a mangé tout son plat, tout son repas. Puis c'était assez folklorique Étoilé. parce que du coup, dans la cuisine, il y avait aussi la télé japonaise. Enfin, on était allés 3 quand même. Il y Ouais, avait du vous monde étiez dans cette bien cuisine. suivi, c'était... Ouais. Non, c'était assez drôle. C'est sympa, c'était un moment de partage. Ouais, un moment de partage et on est resté en contact avec lui. Et je pense quand même que sur le coup, on a eu du mal à réaliser aussi, parce qu'aussi il y avait peut-être la télé japonaise et qu'on était aussi un peu dans ce côté. C'était pas votre moment à vous, quelque part. C'est ça que tu veux ça a dire été notre moment à nous, mais il y avait quand même la télé qui nous posait des questions. Et enfin, moi, j'ai eu l'impression sur le coup d'avoir du mal à réaliser en fait C'était ce qui se passait. ce qui se passait, voilà. On leur a demandé de nous laisser tranquille pour le repas au moins. Ils voulaient rester pour filmer, mais on s'est dit non, ça c'est notre moment à nous. Voilà. Et on l'a passé avec le staff du restaurant et nous deux. Ouais. Moi, je trouve ce projet formidable. C'est pour ça que je voulais vous avoir sur le podcast. Et c'est comment de rouler au Japon. Moi, j'adorerais aller rouler au Japon. Eh ben, c'est. Je sais pas si je pourrais le faire cette année. Là, je suis ouais, c'est sûr. je suis dans un Il sale va état. falloir attendre un peu la convalescence. Voilà, je suis dans un sale Eh ben, état. alors- Mais j'aimerais bien aller rouler sur ces routes. Alors, il y a c'est- des endroits, Shikoku par exemple, l'île de Shikoku qui est beaucoup plus nature, où c'était très agréable. Après, le vélo au Japon, c'était peut-être moins sympa que ce qu'on aurait pu imaginer, parce que par ils exemple, roulent pas aussi bien que ça déjà, les Japonais. On s'est fait frôler, même toucher le sac avec le pare-choc en roulant, et peut-être un peu trop rigide, Et pas de puis- piste cyclable. Ouais, il Pas assez. n'y a pas tant de pistes cyclables que ça. La Corée du Sud, parce que du coup, pour comparer, parce qu'on on est arrivé de la Corée du Sud, mais la Corée du Sud, c'était un vrai paradis pour, Ouais, les- c'est pour les avec eux que j'ai eu pour, effectivement par Ouais, différents aventuriers. c'est très facile de bivouaquer n'importe où. Il y a des toilettes de partout sur les pistes cyclables. Mais Tout du est coup, très facile. Ouais. mine de rien, c'est facile parce que le soir, tu peux remplir ta poche à eau et te laver sur ton complètement. lieu de bivouac. Du coup, c'est vrai. Et le Japon, bon, c'était quand même facile, mais Tu peux c'était camper facilement aussi. Il y a des campings gratuits à disposition avec de l'eau. Pour la partie bivouac, c'est très simple. Même dans presque un centre-ville, on pourrait camper. Ouais, au Mais la Japon, le partie bivouac, c'est très vélo, simple. c'est quand même assez dense. Il y a beaucoup de monde dans le pays. Ils sont tous regroupés un peu au même endroit. Nous, on est arrivé à Fukuoka dans le sud et on est allé jusqu'à Tokyo. Donc, il y avait 1600 km Quelque chose comme ça, ouais. Je sais plus. Et notre parcours, on a essayé d'éviter au maximum les grosses villes. Mais il y a énormément de feux rouges. Au Japon, il est quand même coutume de s'arrêter. Ouais. Même ailleurs, hein, mais Mais il vaut mieux là-bas. hein. avec le Ouais. vélo de 50 kilos, mais à des moments, Là, on il faut était sur pas- une faut ligne droite repartir. d'un Bah, kilomètre, mais on voyait peut-être 30 feux. On se disait, oh là là, on va y passer un temps fou. Et beaucoup de circulation. Donc on s'est dit, ouais, c'était pas le meilleur endroit pour rouler. Après, Mais il y a ça des fonctionné. petites routes quand même alternatives, mais c'est vrai que globalement, c'était pas. On a adoré le Japon, mais pas forcément pour la partie vélo, je pense. Et surtout, voilà, Culture, des peut-être plus Ouais, la Culture, culture. ouais, sûr, alors ouais. là, oui. Et gastronomie, là pour le coup. Ah, c'est clair. Les C'est pépites. clair. Et le vélo, malgré tout, ça nous a amené dans des endroits où il n'y avait pas de touristes. Et ça c'est un bon point. Ouais. Entre les villes, il faut aller chercher un peu loin, mais entre les villes, il y a vraiment des pépites en restaurant. On a dormi chez des gens, pareil, des Japonais dans le jardin. Non, on a eu des belles aventures en campagne qu'on n'aurait pas forcément pu accéder sans vélo. Moi, j'ai besoin d'avoir vos émotions sur 3 points particuliers. C'est le moment du départ, parce que vous étiez parti effectivement devant le restaurant dans la région lyonnaise. Il y a des cyclistes qui vous ont accompagné sur les premiers kilomètres, mais à un moment donné, ces cyclistes ont fait demi-tour. Donc, quelle émotion vous avez eue au moment où vous êtes retrouvés tous les deux la première journée? Donc, j'ai besoin de connaître cette émotion-là. Ensuite, c'est l'émotion où on pose le vélo et c'est fini. Voilà, c'est fini. Et puis l'émotion que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire vous êtes revenu depuis 2 semaines et on reprend la vie normale. Et est-ce que le corps est là, mais l'esprit est toujours sur la route? Comment ça se passe sur ces 3 moments clés? Alors, déjà, donc, le premier, quand on s'est retrouvés que tous les deux, C'est vrai que ça fait bizarre. moi, ça m'a fait. Ouais. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus... Enfin, on se dit, ça y est, on est dans le grand bain. On est parti. Vous étiez silencieux tous les deux, personne ne se parlait parce que Non, Non, mais- on se parlait, mais il y avait parce qu'on était quand même nombreux et tout. On et était puis une vingtaine au départ, On était une ouais. vingtaine, et d'un seul coup, on n'était plus que 2. Donc c'est vrai que ça a fait un. Ça a acté les choses. Ouais. On Et était là, parti. c'était ça Ouais. y est, on n'est plus que tous les deux. Donc moi, mine de rien, ça m'a un peu stressée parce que je me suis dit, ça y est, c'est vraiment l'aventure, quoi. Là, c'est. Mais on a, enfin, je veux dire, à aucun moment on s'est dit, est-ce qu'on fait bien de partir? Ouais. Je veux dire, on était déterminés, Ouais, on partait, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, ah ouais, ça y est, il faut prendre nos habitudes et de pédalage, parce que là, on partait pas pour 100 bornes autour de la maison. On se dit, il faut pas se blesser. C'est toutes ces questions qu'on Et se pose au puis- départ. On se dit, est-ce qu'on est capable de le faire physiquement? Est-ce qu'il y a une blessure? Enfin. Et puis c'était aussi notre premier voyage comme ça. Enfin, on Aussi avait long, testé les vélos, mais on avait fait Sur une 15 semaine en jours, Normandie, 2 semaines entre l'Allemagne et l'Autriche. Donc on va dire, enfin, c'était quand même rien à voir avec ce qu'on avait fait avant. C'était la première fois qu'on vivait ça.
Donc, ouais. Ouais. Et le moment où on pose les vélos. Et là, c'est fini. Alors, ça s'est fait un peu en transition douce. On a posé les vélos, on a retrouvé nos familles. Donc, je veux dire, c'est pas comme si on avait posé les vélos dans le garage en France. On les a laissés chez notre interprète justement de TV Tokyo à Tokyo. Donc on s'est dit bon, ils sont pas loin de nous, on n'y touche plus, mais voilà, ça a pas été trop difficile. Par contre, notre corps redemandait du sport. On s'est dit, on a peut-être arrêté un peu brutalement à ce niveau-là. On s'est dit, on a envie de rouler, et là on roule plus. Et ce qui a été le plus dur, c'est quand ils sont repartis en avion avec... oui, parce qu'on n'a pas dit, mais nos parents sont venus nous voir pour l'arrivée à Tokyo, les parents de Camille et mes parents. Et quand ils sont repartis, eux, en avion, ils sont repartis avec nos vélos. Et nous, on a continué de voyager sans les vélos. Et là, quand on savait qu'ils étaient repartis en France, les vélos, on s'est dit, bon, il nous manque un truc. Ouais, il nous manque un truc. Comment on va faire ? Donc, mais on est allé skier à la place. Ça nous place. a fait quand même un pincement au cœur de se séparer des vélos. Ouais, on était bien avec nos vélos. Ouais, c'est sûr. Et là, on est content de reprendre le vélo, enfin moi le VTT, ça me manquait vraiment, le côté technique, la boue, la glisse. Donc le vélo de rando, si j'y retouche pas dans les 3 prochains mois, c'est pas dramatique, mais le vélo nous manquait. Et là, le retour à la vie, entre guillemets, normale. Parce que Camille, tu as repris ton emploi. Non, pas encore, je reprends lundi prochain. Voilà, lundi prochain, donc on y est presque. Ouais, on y est presque. Au moment où l'épisode va sortir, tu l'auras repris, mais vous êtes dans quel état d'esprit ? Est-ce que le corps, comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes toujours sur la route ? Est-ce qu'il y a des flashs qui reviennent dans la journée ? Est-ce qu'il y a des flashs qui reviennent régulièrement, ou est-ce que vous avez tourné la page ? Non, tourner la page, c'est dommage. Et justement, on a envie de continuer dans cette lancée. C'est pour ça qu'on parlait d'un film. On a envie vraiment de... Un livre peut-être aussi ? Un livre par la suite. Et on n'a pas envie de trop attendre, parce que c'est le genre de choses, si on le fait pas tout de suite, c'est pas qu'on oublie, mais c'est qu'on est moins dedans. Donc on a vraiment envie de profiter de notre retour pour se lancer dans un film, etc. Mais on a aussi toutes les obligations de retour en France. Donc là, on est en train de réaménager. Ça nous prend pas mal de temps. Il faut être à droite, à gauche, revoir aussi nos proches. Donc on voit pas le temps passer, et on réalise peut-être pas encore trop. Je pense d'ici 1 mois, ça sera qui tout double. Soit on le vivra bien, ou soit on sera en pleine déprime. Soit Camille aura démissionné et vous serez parti sur un nouveau projet. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que en fait, les choses, elles n'ont pas changé. En fait, en France, tu reviens, on est arrivé, il y avait la grève des agriculteurs. Donc, tu vois, tu reviens et en fait, tu te dis, c'est la même chose qu'avant. Et c'est bizarre parce que... Il est toujours en construction. Ouais, c'est ça. T'as parcouru, du coup, pendant 1 an. Enfin, on a fait 11 mois au total. Et tu reviens et les choses sont pareilles. Et du coup, c'est un peu bizarre. Quelle image, justement, les étrangers, vous avez échangé sur ça avec les étrangers, sur l'image de la France et des Français ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je pense que la France, elle a quand même bonne cote. C'est ce qu'on se disait, les diplomates français, ils doivent bien bosser. Mais je pense que ça a moins le vent en poupe pour les touristes, à proprement dit. Les Français sont bien vus, malgré les décisions que le gouvernement peut prendre pour telle ou telle guerre. Même en Russie, on est bien vu. C'est un peu bizarre, hein, parce qu'on a vu beaucoup de Russes qui... On n'est pas passé en Russie, mais on a vu beaucoup de Russes. Mais qui quittaient la guerre et qui étaient dans les ex-pays de l'Union soviétique. Mais par contre, pour le tourisme, on demandait justement aux gens, et ça te dirait de venir visiter la France ? À une époque, ils auraient dit oui. Maintenant, c'est plus l'Allemagne et l'Espagne qui a la cote en... Et les raisons, on vous explique. La sécurité. Ouais. Parce qu'il y a les médias de l'étranger qui martèlent le fait que c'est très dangereux, la France, donc ils ont tous peur. Et puis même la grève, quand même. Oui, la grève. C'est tellement connu pour ça, la France, pour la grève. Et je pense que ça a un peu terni l'image de la France. Et après, il y a aussi les réseaux sociaux. Hein. Il suffit que la Suisse aussi qui a la cote. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les belles cascades en Suisse, les beaux villages. Les gens de l'autre bout du monde disent « Ah ouais, j'aimerais bien aller en Suisse ». Donc c'est un peu ce qu'ils voient sur les réseaux. Ouais. C'est ça aussi. Et puis par exemple, nous, quand on était en voyage, il y avait eu des émeutes en France. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu fais parler les images comme tu veux. Il suffit de mettre 30 secondes d'émeute dans la rue. Et les étrangers, ils pensent que toute la France est comme ça. Alors que c'est une rue à Paris ou à Lyon. Voilà. Ouais. Et du coup, donc il y a aussi de l'amalgame, mais bon, comme nous, on peut faire sur l'étranger. Hein, donc, la preuve, on était dans des pays, nos proches, ils nous disaient « Mais t'es sûr, c'est super dangereux. Si tu tapes le nom, sur fil d'Ariane, ils vont dire « N'allez pas là-bas. » Le Tadjikistan, par exemple. Oui, on a longé l'Afghanistan, on a vu la base militaire des Américains pendant la guerre d'Afghanistan, tout ça. On se dit, on est à un endroit où il y a plus d'armes que de personnes, Mais tu te sens pas en insécurité pour on a l'impression d'être plus figurant d'un film qui se passe sans nous. C'est un peu bizarre. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et s'il y avait un moment à ressortir qui vous a marqué, ou une rencontre, ou un décor, ou un panorama, ça serait lequel ? Est-ce que c'est le même pour tous les deux, ou est-ce que
C'est un moment ou une rencontre différent. Les rencontres, en fait, on a fait tellement de Oui, rencontres. c'est sûr. Enfin, Camille, t'as pleuré plus d'une fois, toi, Ouais. avec les rencontres. Ouais, pour dire au revoir, parce que je me dis, enfin, dans ma tête, je me disais, on va jamais les revoir. La probabilité que je les revoie, c'est très faible. Et c'est vrai que c'était tellement généreux et gentil alors qu'ils ne nous connaissaient pas. Enfin, tellement ils ont tellement été en Turquie. En Ouais, Ouzbékistan, en Turquie, Ouais. en Croatie. Vous aviez un carnet de route, vous notiez tous les jours les rencontres, les. On essaie de noter tout ça. Et on a gardé contact aussi. Mais c'est vrai que un seul souvenir, ce serait presque dommage et dégradant pour les autres. Oui, je vois ce que bah, tu veux c'est- dire. Ouais, ça donc, peut être difficile. Donc c'est dur. Par contre, le paysage, moi je pense que je pourrais le dire, c'est l'Asie centrale, type Tadjikistan et Kyrgyzstan qui me laissent les plus beaux panoramas en tête. Ouais. Le Kazakhstan. Le désert de Manguisto, moi j'ai adoré avec les formations rocheuses d'un océan asséché d'il y a 5 millions d'années. Et en Les images, elles autonomie sont vraie. dingues, ouais. T'as fait des images de Ouais, drone, en je crois, à drone. ce moment-là. C'est... Et c'est tout ce qu'il y a autour, parce qu'encore, y aller, c'est une chose, mais c'est qu'on est parti en autonomie en eau, on avait 32 litres d'eau, et on s'est dit, là, l'eau, elle va servir que pour boire. Donc on avait des boîtes de sardines, on était rationnés, parce qu'on savait qu'on avait 5 jours pour traverser le désert. On a fait une ligne droite de 140 km dans le sable, on a vu un chameau sur 2 jours, c'est tout ce qu'on a vu. Et c'était un sentiment, mais il faisait 40 degrés, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et encore, heureusement que sur le bout de route avant et après la partie chemin, on a rencontré des voitures, on les a arrêtées parce qu'on a bu 50 litres d'eau. Donc sur 4 jours. Sur 4 jours, ouais. Impressionnant. C'est, ouais. Impressionnant. Et au niveau du couple, ça forge un couple quand même, partir en aventure comme ça. Je pense que... Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas forcément la même tolérance à l'hostilité à la vie. Je crois que c'était vraiment ça. Non, mais je le dis beaucoup, mais c'est vrai que moi, c'est le côté... quand on est dans des endroits comme le désert kazakh ou le Tadjikistan, où c'est très hostile à la vie et t'es quand même rationnaire sur pas mal de choses, même si ça dure que 4-5 jours, moi, ça me mettait une forme de stress, quoi. Alors que Romain, lui, ça le dérangeait pas et il le supportait bien mieux que moi. Et du coup, parfois, t'as pas la même tolérance à l'inconfort, à tout ça. Et je crois que c'était surtout... dans ces endroits difficiles que ça clashait un peu. On s'est jamais fâché plus d'une demi-heure. Hein. Non, mais On bon, n'est pas forcément, reculé, mais quand on est 24 heures sur 24 ensemble pendant autant de temps et qu'il y a de l'inconfort, de la difficulté, de la fatigue, de la faim aussi, du coup, forcément, t'es facilement énervable. En partant, on le savait aussi. On s'est dit, ça passe ou ça casse. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. On s'est dit, peut-être qu'on va se découvrir des côtés qu'on supportera pas. Mais au final, je pense que ça soude plus qu'autre chose. Effectivement, on s'est un peu engueulé. Mais on a nous deux le goût de l'effort parce qu'on fait nous deux du vélo et voilà, en France. Et on sait aller se pousser dans nos retranchements. Donc ça, cette partie-là, elle était un peu acquise. On n'avait pas à s'inquiéter l'un l'autre pour cette partie. Après, c'était effectivement l'inconfort. Et ça a un peu clashé, mais on est revenus ensemble. Hein. Et alors, vous êtes revenus ensemble. Est-ce que vous allez repartir ? Est-ce qu'il y a un projet alors, on est un peu tôt. Hein, vous venez de revenir en France. Vous réemménagez, tu reprends ton job dans quelques jours au moment où on enregistre cet épisode. Mais est-ce que vous avez déjà commencé entre vous à se dire, bon, quand on sera prêt, ça serait pas mal. Il y a 1000 projets. Il y a plein de projets, ouais. Déjà... en bateau, en vélo, il y a plein de projets. La Panamérica, ça nous dirait bien, hein, d'Alaska à Patagonie en vélo un jour. Une petite transatlantique. Mais même l'Europe, en fait. L'Europe, c'est un truc où on se dit c'est facilement accessible. Faire plusieurs mois en Europe, ça nous dirait bien. Peut-être aller faire le Cap Nord en haut. Tout ça, ouais. Et la France, tout simplement. Hein. Enfin, la France, on a la chance aussi de bouger. Là, en plus, on est en Rhône-Alpes, donc on peut être en très peu de temps dans des endroits super sympas. On en a découvert un petit peu de la France, mais il reste encore plein d'endroits à découvrir et c'est à portée de main. Et les familles, qu'est-ce qu'elles ont pensé de tout ça ? Vos familles, est-ce que quand vous leur avez annoncé en disant en fait on va partir, on va aller à Tokyo, on va aller au Japon en vélo ? Est-ce que je peux faire encore le bruit de la cuillère qui tape dans l'assiette quand on en parlait à ta mère ? Ouais, l'annonce, elle a été pour mes parents, je crois qu'au début elle n'a pas été très bien prise. Après, bon, ils ont compris que c'était quelque chose de réfléchi et que c'était pas juste ça venait de sortir du voilà. Donc et puis peu de temps après, en fait, ils étaient à fond, quoi. Et mes parents, c'est assez bien pris. Ouais. Ils m'ont dit, t'es sûr, tu veux vraiment faire ça ? Ouais. Bon, ok. Quand ça se passe en famille, comme ça, en plus, si les parents étaient présents à l'arrivée, c'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose, on arrive sur la fin de l'épisode, est-ce qu'il y a des moments ou des points que vous voudriez partager ? Ou des questions que je n'aurais pas posées, mais des moments que vous aimeriez mettre en avant ? Moi, j'aimerais dire que ce type de voyage, nous, aujourd'hui, maintenant qu'on l'a fait, on se dit, mais
c'était d'une facilité, c'est à la portée de tout le monde. Et je pense que là, on a insisté sur le fait qu'on était cycliste, etc. Mais on a croisé d'autres cyclistes qui n'étaient pas forcément sportifs à la base. Je pense que c'est plus avec de la détermination. Il faut être un minimum sportif, mais c'est surtout avec l'envie. Et on n'a pas besoin d'être au Tour de France pour partir pour ce type de voyage. 100 km, c'est à la portée de tout le monde. Ça fera un peu mal aux fesses si on n'a pas l'habitude, mais ça va vite venir. Et il y a toute la journée pour les faire, ces 100 km. Exactement. Donc c'est vraiment... Et on n'est pas obligé de faire 100 km. Non, on n'est pas obligé. On peut en faire que 60. Et voilà. on était peut-être dans la fourchette haute même des voyageurs. Donc même en faisant 50 km, et à chacun son voyage. Nous, on s'était donné une deadline parce qu'on aimait avoir des objectifs. On en a vu d'autres qui ne savaient même pas vraiment où ils partaient. Donc ils faisaient des courbes et qui allaient au gré des vents et au gré des rencontres. Donc il n'y a pas un voyage type, il y a un voyage par personne. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde à partir du moment où on sait tourner les jambes et tenir un guidon. Camille, qu'est-ce que tu dirais à Camille le jour du départ ? Je dirais qu'en fait c'était simple quoi. Comme dit Romain, vraiment, moi j'étais quand même stressée avant parce que Romain est plus aventurier que moi je le suis moins. Et c'est vrai que donc ça aussi il faut le dire quand même. En fait je suis pas une grande aventurière de base et on a quand même fait quelque chose qui était une belle aventure. Ouais, donc, carrément. Voilà. Bah oui. Et en fait tout se fait facilement. C'est vrai que j'étais stressée sur l'inconnu, les pays, on peut avoir des préjugés sur la frontière suivante, comment les gens sont dans le pays, j'avais peur qu'ils soient froids, austères, et puis en fait, pas du tout, quoi. On a vraiment des préjugés sur des choses, et tout s'envole quand ça t'a fait sauter ces filtres-là pour ouais. une prochaine aventure, je veux dire. Ouais, ou peut-être que je serais toujours un peu stressée, parce que voilà, on change pas complètement sa nature, mais... T'auras plus de confiance. Ouais, j'aurais plus de confiance, et puis même au fur et à mesure, je pense que j'avais de plus en plus confiance. Par exemple, au début, j'avais un peu peur aussi de bivouaquer, on va dire, n'importe où, d'être dérangée au milieu de la nuit. En fait, ça s'est jamais passé. Les gens ont toujours été bienveillants. Je dis pas qu'on est dans un monde de bisounours, mais il y a quand même une gentillesse des gens qui est mondiale, quoi, et qui est internationale. Et du coup, ouais, il y a plein de préjugés qui se sont envolés au fur et à mesure et qui sont pas fondés. Intéressant. Et est-ce que vous étiez répartis les rôles entre vous sur certaines tâches ? Est-ce que l'un de vous avez toute la partie administrative, justement ? Est-ce que l'un d'entre vous faisait que la communication ? Ou est-ce que ça se faisait naturellement ? Ça se faisait naturellement. Sur les réseaux, le site, moi j'écrivais plus les textes. Camille mettait vraiment... faisait tout le reste. Ouais, les images, je faisais les stories. Je faisais beaucoup les stories publications. Mais Romain faisait plus les textes que moi. Ouais, ça se faisait naturellement. Non, après, administratif, on n'avait pas à part le visa, de visa en Chine. Non, vraiment, ça s'est fait, mais très facilement. Il n'y avait pas d'administratif. Si la partie itinéraire, c'est plus moi qui faisais, qui essayait de tracer un peu sur la Camille carte. ne supporte pas de pas savoir J'aime bien où elle savoir où va. je vais. Ouais. Voilà, C'est le propre des personnes angoissées. Je peux totalement le comprendre. Je suis complètement comme ça, tu vois. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que c'était plus moi qui traçais, mais bon, tu savais toujours ce qu'on faisait, quoi. C'était pas, on regardait ensemble. Hein. J'avais mes petites exigences, quoi. Le panier, sinon il ne serait pas allé. Oui, c'est vrai. Et une dernière question, où est-ce qu'on peut vous joindre, où est-ce qu'on peut vous suivre aujourd'hui, sur quel type de réseau ? Est-ce que c'est LinkedIn, est-ce que c'est Insta, Facebook c'est Instagram, What's sur votre for Dinner, site directement ou le site internet whatsfordinner.com. Bon, c'était un grand plaisir. Est-ce que je peux rajouter un petit Bien truc ? sûr. Il y a une question que tout le monde aime savoir, c'est le budget. C'est pareil. On est en France, on a la chance d'être dans un pays où on peut avoir des loisirs. Et souvent, on nous dit, mais comment c'est possible ? Vous êtes le fils de Elon Musk ou le fils de Elon Musk. Bon, bref. Ouais, comment tu fais pour partir 11 mois à travers le monde sans travailler, en gros ? Voilà, exactement. C'est ça. Donc, je pense que, pas forcément tout le monde, mais en mettant de l'argent de côté pendant un certain nombre d'années, on peut se financer ce type de voyage. Nous, on s'est fait plaisir en achetant des vélos neufs, etc. Mais on n'était pas obligé. On aurait pu partir avec un décathlon d'occasion. En fait, je pense que le voyage à vélo, ça peut être adapté à toutes les finances. Et pour être transparent, ça nous a coûté 750 € par personne et par mois. Et encore, on a fait des options. Voilà, on a fait la montgolfière en Cappadoce. On a, vous avez profité. Le long du voyage, on ne s'est pas restreint. Après, nous, c'était aussi, on n'avait pas envie de trop se restreindre, quoi. On avait envie de profiter et entre guillemets, s'il y a tel endroit, on avait besoin de prendre une auberge ou quelque chose parce qu'on avait besoin d'un peu plus de confort, et ben on se l'interdisait pas. Et ça fait aussi partie c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est pas lassé, c'est qu'on avait aussi ce côté. Quand on avait besoin de quelque chose, on le faisait, quoi. On n'était pas à se dire « Ah non, mais ça va nous coûter 15 € la nuit, c'est trop cher. » Et malgré tout, 750, quelqu'un qui fume, il a vite fait de dépenser 200 € dans le mois. Donc, clairement. Et quand on voit toutes ces belles images, est-ce que vous retournez régulièrement les voir, ces images, ou pas encore ?
Alors, pas encore, on n'a pas encore trop eu le temps, mais c'est vrai que c'est l'autre jour, je crois que j'avais regardé parce qu'on a les stories à la une sur la page Instagram, et j'avais fait toutes les stories d'un pays, et je me disais, ah ouais, c'était quand même incroyable. Et puis vous verrez dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas si vous êtes sur Google ou autre, mais Google va vous rappeler vos photos. Ah oui. En disant, oui. souviens-toi il y a un an, souviens-toi il y a 14 ans. C'est ça. Et là, ça fait mal. Là. Et là, On espère qu'on aura remis déjà un nouveau projet sur la table avant ça. Bon, génial. En tout cas, j'invite, que je le redis, mais d'aller sur Insta, Facebook, voir vos images, vos vidéos. C'est juste, franchement, c'est juste formidable. N'hésitez pas aussi à envoyer un témoignage à Camille et Romain sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci de vous être rendu disponible. Avec plaisir. Moi, je suis très heureux de vous avoir rencontré, très heureux d'avoir partagé cette histoire. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques années pour la prochaine aventure. Et peut-être entre-temps sur une de tes courses. Avec grand plaisir. Si vous souhaitez venir effectivement tester du matériel sur une race cross, ça sera avec grand plaisir. Super, merci beaucoup Merci de à nous vous. avoir reçus. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.